Mesdames et messieurs, bonsoir. La résidence de feu Papa Wemba de Kinshasa devient un patrimoine de l'État congolais. Maria Rosa, la veuve de Papa Wemba dit Amazon, et la ministre de la Culture et Arts et Patrimoine, Catherine Kachunga, ont signé ce jour l'acte de vente de la résidence de cet artiste musicien décédé. C'est le seul titre de ce journal de 19h qui fera également la ronde de l'actu à travers la province de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 19h et merci d'être avec nous sur la RTNT. Lors de passage du chef de l'État à Chikapa, la population lui avait soumis le problème de l'électricité qui serait à la base de ralentissement de plusieurs secteurs de la province pour le développement. Aujourd'hui, pour l'amélioration de la desserte dans ce coin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le gouverneur du Kasaï, Tokot, avec le responsable de la SNEL pour la faisabilité de ce projet. Un reportage de Pierre Kibambe-Somwe et fils Matondo. Retombée de la tournée d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï. La province du Kasaï doit bénéficier de la bonne desserte en courant électrique pour assurer son développement. Une des doléances soumises au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par la population de cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le gouverneur du Kasaï, Pierre Toutokot, a conduit auprès du chef de l'État l'investisseur responsable de l'entreprise électricité du Congo, Philippe Vanout. Le président de la République a reçu plusieurs réclamations de la part de la population, notamment les réclamations relatives à la desserte en électricité. Et il a fallu que lors de cette visite, que le président m'a instruit afin de ramener vers lui l'investisseur qui exploite l'énergie électrique dans la province du Kasaï. Voilà pourquoi aujourd'hui, en exécution de cette instruction, j'ai ramené vers le président de la République, M. Philippe Vanout, le directeur général ou le patron de la société Électricité du Congo qui fournit l'électricité dans la province du Kasaï, en vue de permettre au président de comprendre la problématique de cette réclamation. Et il a été bien édifié sur non seulement le projet, mais également sur les problèmes qui font que l'énergie coûte cher. Et le président a levé l'option d'instruire les services qu'il faut afin de réduire le coût de l'énergie et permettre à la population d'accéder à cette denrée rare dans les meilleurs coûts. L'amélioration de la desserte en électricité au Kasaï s'inscrit dans le cadre du suivi de la visite d'itinérance du président de la République dans cette province du Grand Kasaï. Et pour résoudre encore un autre problème d'électricité, le gouvernement congolais et la firme québécoise ont procédé aujourd'hui à la signature de l'accord cadre relatif à la fourniture d'électricité dans la zone économique spéciale en République démocratique du Congo. Cet accord vise à installer des centrales solaires de 2000 MW dans chacune de ces zones. Reportage Eric Kabamba et Betty Amani. Les processus d'éclairage de zones économiques spéciales en République démocratique du Congo à travers les 6 espaces industriels viennent de faire un pas de plus. Le gouvernement congolais, par l'entremise de l'Agence des zones économiques spéciales et la firme québécoise Servitec, vient de procéder à la signature de l'accord cadre relatif à la fourniture de l'électricité dans ces zones. Une cérémonie présidée par la secrétaire générale à l'industrie représentant le ministre Julien Paluku. Servitec va installer dans le tout prochain jour une centrale solaire d'une capacité de 2000 MW dans chacune de ces zones. De quoi réjouir le chargé de mission de l'ASES, Ogi Bolanda. Avec ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons pourvoir ces zones économiques spéciales avec de l'énergie autre que gène. La prochaine étape maintenant, c'est qu'il faut maintenant rendre cela opérationnel, c'est-à-dire que l'entreprise a un plan pour s'installer à RDC.
Dans un autre décor, le patron de l'industrie congolaise a réuni tous les responsables des entreprises sous sa tutelle pour une évaluation trimestrielle et un rappel à l'ordre. Le Fonds de promotion de l'industrie, le Bureau national d'études et de planification industrielle, l'Agence des zones économiques spéciales et les guichets de mise à niveau, chacun a présenté à Julien Paluku ce qu'il a fait durant ces 3 premiers mois de l'année 2022. Moment propice également pour le ministre de l'Industrie de les appeler à tout mettre en œuvre pour promouvoir les innovations dans leurs domaines respectifs et ce, avec des idées innovantes afin de booster le processus d'industrialisation en RDC. Le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique doit être numérisé pour suivre de près ou de loin l'avancement de ces secteurs du gouvernement. Pour ce faire, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, s'est entretenu avec son collègue du numérique, Bérande Kolongele. Chimène Dondo, Patience Mboyo Katuku, nous en parle dans ce reportage. Le ministre Kolongele a reçu son collègue de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, qui a sollicité l'expertise du ministère du numérique sur la numérisation de la gouvernance du secteur de l'EPST. La gouvernance numérique permettra à un parent de savoir si son enfant a été à l'école, explique Tony Mwaba. Nous sommes en train de réfléchir déjà anticipativement et à long terme à d'autres mécanismes de résilience pour faire face à ce genre de catastrophes, notamment la réforme sur l'enseignement à distance, la réforme sur la numérisation de la gouvernance sectorielle dans tous ses aspects administratifs, pédagogiques et financiers. Et pour ce faire, il nous faut l'accompagnement du ministère du numérique. De l'autre côté, le directeur général du groupe Raxio Data Center a donné de précisions sur l'investissement de leur structure en RDC. Nous avons fait part au ministre de nos plans ou de nos activités ici en termes de construction d'un data center. Nous avons commencé nos activités il y a à peu près 1 an et là nous sommes prêts à démarrer la construction dans les semaines qui viennent. Avec quel moyen ? Moi je pense à la base le data center va être le centre d'une communauté numérique et digitale. Donc c'est un centre de connectivité. Donc déjà il y a notre general manager, notre directeur du pays ici, monsieur Yannick, qui va s'occuper de construire notre propre équipe. La villa de feu Papa Wemba, désormais propriété de l'État congolais, la veuve de cet artiste dite Amazon et la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Kachungafura, ont signé l'acte de vente de la résidence de Papa Wemba, située à Macampagne dans la commune de Ngaliema. Pour rappel, Papa Wemba est décédé il y a quelques années. Jojo Ndibou. C'est ce jeudi 7 avril 2022 que la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu-Furaha, a récupéré le titre de propriété, les clés, l'acte de vente de la villa de Papa Wemba Shungu Wemba Dio, l'artiste musicien décédé de main de Madame Amazon Shungu. Il s'y est dénoté que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours du Conseil de ministres tenu le 12 juin 2020, instruit le ministre de la Culture à examiner la possibilité de racheter la villa mise en vente par la famille du défunt Papa Wemba. Un projet qui offre plusieurs avantages sur le plan économique et touristique. En rachetant cette maison qui coûterait environ 750 000 $ américains, le gouvernement prévoit la transformer en musée et d'y installer un studio d'enregistrement de musique pour les artistes congolais à des prix préférentiels. Une grande première dans l'histoire culturelle de la RDC où le gouvernement aimerait immortaliser un artiste en créant un musée en son honneur. Ce dernier pourra attirer des touristes du monde entier car ils y trouveront les biens de valeurs artistiques de cette star de la musique africaine. Au-delà du fait que de garder la mémoire d'un caïman de la musique congolaise, ce serait une activité touristique et économique à la fois. La mise en place d'un studio d'enregistrement, là encore, ce serait une autre activité économique réservée aux professionnels de la musique et ce pour les comptes du trésor public. On rappelle, c'est depuis la fin du mois de mai 2020 que la résidence de feu Papa Wemba, située au quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema, a été mise en vente.
Un déraillement d'un train s'est produit dans la province de Lualaba. Une délégation des autorités provinciales ont fait une descente sur le lieu. Images et commentaires de la RTNC Lualaba. De l'accident ferroviaire de dimanche 3 avril 2022 entre les villages Kitenta et Bouyofoué dans le territoire de Luboudi, Madame le gouverneur intérimaire de Lualaba n'a pas tardé de dépêcher une délégation de l'exécutif provincial. Aussitôt arrivée dans le chef-lieu du territoire, la délégation conduite par le ministre provincial de la Santé a tenu un conseil de sécurité. Jules Kabouit, dans sa suite Archimède Kalassa, secrétaire exécutif du gouvernement provincial, un conseil du ministre provincial de l'Intérieur et une équipe du personnel soignant sont descendus sur le lieu du drame. Les wagons et plusieurs marchandises étaient renversés. Le nombre des morts revu légèrement à la baisse, soit 7 au lieu de 8, comme annoncé quelques heures avant. Le nombre des blessés, quant à lui, revu à la hausse. Il est passé de 20 à 25. Les émissaires de Marie-Thérèse Masuka Saini se sont rendus ensuite au centre de santé de Bouyofoué, où sont internés les rescapés, à qui ils ont apporté des vivres et des médicaments. Chaque victime a eu droit à une enveloppe. Même le personnel soignant, dont les éléments de la Croix-Rouge ayant apporté les premiers secours, ont reçu une prime d'encouragement de la part de la gouverneure Haï au nom du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Tous ont remercié l'autorité provinciale pour le geste. J'ai fui parmi les accidentés qui étaient au bord du train. Grâce au gouverneur du Lualaba, Maman Fifi Masuka, on a eu quand même quelque chose qui peut nous aider pour arriver à nos destinations. Il a payé les soins, elle nous a donné même à manger. Maman gouverneur Fifi Masuka, cet acte plein d'amour ne nous laisse pas indifférents. Vers vous vont nos remerciements pleins d'amour. Et pour ce moment, en ce milieu où nous sommes, le village de Bouyofoué est vraiment content pour cet acte que nous venons de poser. Troisième session de formation de la police minière a ouvert ses portes à Bukavu. C'est le vice-gouverneur de province Marc Malago Kaché-Kéré qui a procédé au lancement de ce dit travaux. Reportage. Les bataillons de la police des mines au Sud Kivu va bientôt s'enrichir de nouveaux éléments. La troisième formation de 125 policiers est la deuxième phase du projet Police des mines qui vise la sécurisation des mines. Elle a été lancée mercredi le 6 avril par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kaché-Kéré. C'était en présence du commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, le général Bengana Boputa, ainsi que le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Jean-Bernard Bazengue. Dans ce monde de circonstances, le vice-gouverneur Marc Malago Kaché-Kéré a remercié les partenaires OIM et INL pour l'appui qu'ils ne cessent d'apporter à la République démocratique du Congo dans les domaines miniers. De leur côté, les représentants de l'OIM et de l'INL, deux partenaires qui appuient cette formation de 3 mois, ont justifié leur implication dans cette lutte contre les trafics illicites des minerais et la suite après cette formation. Vraiment, on espère qu'à la fin de cette formation, on aura une police meilleure dans le cadre de l'organisation. Notre intérêt est de soutenir la police minière congolaise pour lutter contre le trafic illicite, afin que le peuple congolais puisse tirer profit. Cette formation est la troisième après celle qui a pris fin en septembre de l'année passée. Après cette cérémonie qui s'est déroulée au camp policier Gilles Moquet de la Brasserie, l'assistance a procédé à la visite guidée des différentes structures de ce centre. C'est notamment les dispensaires, les dortoirs, des apprenants, etc. Le ministre d'État en charge du budget se trouve en ce moment au Sud Kivu où il a sensibilisé les populations de cette province sur le programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À l'occasion, il a fait l'état des lieux des infrastructures de base à Idjwi et Calais. Sur place, notre confrère Rikinzo Ziloya pour le reportage. Merci RTNC. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, poursuit son itinérance direction Idjwi. Au port de Kintama, une très grande mobilisation. Le mois Mirogène Tambouka à la tête du comité d'accueil, on voit flotter les drapeaux de l'Union pour la nation congolaise, de l'UDPS et de la FDC.
L'Union sacrée est venue réserver un accueil on ne peut plus chaleureux à ces dignes fils du terroir. Je suis très content de cet accueil et vous en remercie. Malgré le soleil accablant, vous vous êtes départagé de vos occupations. Laissez-moi vous avouer que ma mère est la sœur du Mwami, ici présent. Donc, il est mon oncle. Je suis là comme ministre d'État. Votre fils, le Premier ministre Samalou Konde, m'a envoyé pour faire l'état des lieux de notre territoire qui va bénéficier d'un appui du gouvernement central. C'est pour la construction des infrastructures de base. C'est l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le programme de développement des 145 territoires. Ce même message a été rapporté dans les territoires de Calais, chefferie de Buhavu, où la population était également mobilisée pour écouter le ministre d'État Aimé Boji Sangara, reçu l'instant après à la cour royale, chez son grand-père, le Mwami Sangara, côté maternel. Et toujours dans le Sud Kivu, le lancement officiel de paiement de frais scolaires des enfants autochtones pygmées riverains du parc national des Kaouzi-Biega, c'est jeudi 31 mars 2022, a été lancé par le directeur général adjoint de l'ICCN. Congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, va en guerre contre la non-scolarisation des enfants autochtones pygmées riverains du parc national de Kaouzi-Biega en province du Sud Kivu. Son directeur général adjoint, M. Vincent Imbongo, a lancé les projets de paiement de frais scolaires aux élèves autochtones pygmées. C'était au complexe scolaire aide aux veuves et orphelins au Congo, à Davok en sigle. Et dans son mot des circonstances, les directeur général adjoint de l'UCCN a construit ces projets qui ne veulent laisser aucun enfant autochtone pygmée en dehors de l'école. Ces peuples autochtones, nous vivons avec eux, nous mangeons avec eux, nous avons toujours été avec eux. Nous avons des licenciés, nous avons des enfants qui sont aujourd'hui à l'âge adulte et qui ont terminé des études. Les supportons, c'est l'ICCN. Secondaire et universitaire, riverains du parc national de Kaouzi-Biega bénéficient de ce projet dans différents territoires, notamment Kabaré, Kaleye et Walikale. De son côté, le directeur provincial du parc national de Kaouzi-Biega, M. Dedieu Biaombi, a lancé l'appel aux élèves de continuer à protéger la nature, surtout les patrimoines mondiaux, le parc de Kaouzi-Biega. Pour plus de précision, ce projet scolarise 1200 élèves autochtones pygmées riverains du parc national de Kaouzi-Biega à tous les niveaux confondus, notamment à l'université, à l'école secondaire et à l'école primaire. Le professionnalisme des services de l'Office congolais de contrôle de Béni a séduit l'autorité urbaine jusqu'à effectuer une visite au siège de l'agence. Il a visité le bureau de l'agence que dirige Paulin Kasereka Kamuhura pour féliciter et apporter son soutien à cette équipe qui travaille en faveur de la population. Il est venu personnellement encourager et féliciter les agents et cadres de l'OCC Béni pour le travail abattu jusqu'ici qui fait écho dans ces coins du pays. Le maire policier Narcisse Kachalé-Mouteba a reconnu la bravoure de ses agents et cadres et leur appelle à travailler encore davantage pour le bien de la République. Je suis venu vous dire que continuez à faire du bien, continuez à travailler, continuez à être le premier. Un jour, vos actes que vous êtes en train de faire preuve paieront un jour. Le chef d'agence, Paulin Kasereka, quant à lui, a passé en revue tour à tour la mission et les activités de l'OCC, les réalisations ainsi que les difficultés rencontrées. Il a souligné dans son discours que c'est au directeur général de l'OCC qu'il faut jeter des fleurs car il ne ménage aucun effort pour doter cette entreprise de l'État des outils de travail très efficaces et améliorer les conditions de travail et sociales des agents. Le directeur général met à notre disposition tous les moyens nécessaires pour que nous puissions nous acquitter de notre mission. Vous avez suivi le président de la délégation syndicale, les salaires qui sont payés régulièrement, les soins médicaux qui sont pris en charge. Le passage de l'autorité va motiver davantage nos agents et cadres. Accompagné des experts,
Le maire policier de Béni a visité les laboratoires de l'OCC. Une photo des familles a sanctionné cette séance de travail. Dans la province du Kasaï oriental, le lycée Touya Kumpala à Mbujimaï est une grande école qui a formé beaucoup de personnalités de ce pays. Ce lycée vient d'être équipé de matériel informatique Pampa 9, un don du chef de l'État pour rendre l'enseignement pratique qui est théorique et relever le niveau de l'école. Important du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Institut Touya Kumpala des Sœurs Thérésiennes de la Congrégation de l'Enfant Jésus, constitué d'un minibus Nissan Caravane, d'un groupe électrogène de 8 kVA, de 111 machines à coudre, de 60 ordinateurs portables, de 5 imprimantes, de 2 ondulaires et d'une chaise roulante, ainsi que de 100 tôles ont été remis aux responsables de cette école par Paul Mundela, assistant personnel du chef de l'État. En recevant ces dons, le représentant des élèves, le directeur de l'Institut Touya Kumpala et la sœur responsable ont tour à tour remercié le président de la République pour avoir pensé à la formation des élèves de Touya Kumpala et Paul Mundela pour avoir convoyé fidèlement les dons présidentiels. L'assistant personnel du président de la République a pour sa part demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage pour que ces dons puissent largement contribuer à l'éducation de la jeunesse, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les donateurs. Tenez compte de la sensibilité du matériel, à savoir qu'il y a d'autres aussi qui viendront après vous qui devraient en bénéficier. J'espère que nous allons faire pour le mieux, n'est-ce pas? Oui. Pardon, ma soeur, vous allez où? Et dans la province du Kwilu, le gouverneur a déployé plusieurs activités que je vous propose de suivre dans ces reportages. Souci d'accompagner les cadres et agents de l'administration publique de sa province à Fermier, le gouverneur du Kwilu, Willy Tshundala Hassan, s'est entretenu au début de cette semaine avec le fonctionnaire de l'État basé à Bandundu-Ville, chef-lieu du Kwilu, question de recueillir leurs desiderata et chercher à donner un coup de pouce à la machine administrative provinciale. Tout a commencé par le mot introductif du secrétaire provincial de l'administration publique, M. André Kipoi, qui d'abord a félicité le gouverneur Tshundala pour ses multiples réalisations en province, contrairement à ses prédécesseurs. Et quand j'ai entendu les autres provinces parler de leurs réalisations, je vous assure, et je le dis devant la sainteté de Dieu, que le gouverneur de la province du Kwilu n'est pas classé parmi les derniers. Avec les recettes de la province, on est en train de réaliser tant peu que soit, quelque chose pour l'intérêt des usagers, l'intérêt de la population. Et si le gouverneur, l'honorable Willy Tshundala, avait plus de moyens, je ne pense pas qu'il peut être le deuxième, il pouvait être le premier. Il peut être le premier. Ça, je vous le dis sincèrement, sans passion, sans parti pris. Cela a été également une occasion pour les prosèques André Kipoi d'étaler quelques problèmes qui rongent l'administration à Bandundu, notamment le problème du bâtiment administratif de la province qui est menacé par la Croix-Rouge qui se dit propriétaire, la mécanisation des agents qui demeurent non matriculés pendant plusieurs années, les logements des chefs de division, etc. Après échange par un jeu de questions et réponses, le gouverneur Willy Tshundala a signalé qu'un plaidoyer a été déjà fait auprès du gouvernement central pour le matricule des agents non mécanisés. Pour les problèmes liés au bâtiment administratif, il demeure un patrimoine de l'administration provinciale aussi longtemps que c'est un bien de l'État congolais. Le gouverneur Tshundala a aussi annoncé la construction dans un futur proche de quelques locaux pour le logement des chefs de division, mais également des latrines modernes dans l'enceinte du bâtiment administratif. Il a annoncé en outre l'organisation d'un salon spécial ce mercredi pour lutter contre la salubrité dans ce bâtiment où il sera personnellement partie prenante. Signalons par ailleurs que le gouverneur du Kwilu s'est fait accompagner de Madame Marie-Thérèse Manessa Selego, dite Sainte Mère, ministre provinciale en charge de la fonction publique. Le PAM, un programme des Nations Unies, avait en RDC depuis un temps différents projets pour lutter contre la malnutrition. Aujourd'hui, la conférence des directeurs pays du PAM a évalué ce projet et la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Aminata Namassia était présente à cette cérémonie, nous dit Emmanuela, commissaire et Thierry Nzassi.
Réunis à Kinshasa pour évaluer les différents projets lancés dans les pays de l'Afrique australe pour lutter contre la malnutrition, ces têtes pensantes dans la nutrition mondiale sont rien d'autre que les directeurs pays du Programme alimentaire mondial de l'Afrique australe. Quelques directeurs ont échangé leur expérience dans cette lutte contre la faim. En sa qualité de championne aux cantines scolaires, comme on la désigne, la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia a pris part à cette rencontre et n'a pas hésité à encourager l'initiative du PAM en RDC. Nous sommes convaincus que nos élèves ont autant besoin de la matérialisation de ces programmes à travers tout le pays, ce qui jouera un rôle très important dans l'amélioration du rendement de nos enfants. Ainsi, nous pourrons espérer une relève bien mature, aussi pleine d'énergie. Nous osons croire que nous bénéficierons de vos expériences, notamment comme nous l'avons eu lors de nos voyages. Le gouvernement de la RDC travaillera à jamais pour pérenniser la gratuité de l'enseignement, l'un des programmes phares du président de la République, et nous nous alignons derrière tout bon projet pouvant l'appuyer. Le Programme alimentaire mondial a pour but d'éliminer la faim et la pauvreté dans le monde en répondant aux besoins d'urgence et en aidant au développement économique et social, mais aussi en sauvant des vies et en protégeant les maux de subsistance dans les situations d'urgence. C'est en atteignant ces missions que la sécurité alimentaire sera garantie pour tous. Le potentiel agricole de la RDC peut être mis à contribution. Toujours dans l'actualité, un nouvel ouvrage désormais dans nos kiosques et librairies, Traité de droit congolais des hydrocarbures, c'est l'intitulé de l'ouvrage porté sur le fonds baptismaux ce jeudi. Ce livre se veut un outil de travail mis à la disposition de pouvoirs publics, opérateurs pétroliers et chercheurs aux multiples préoccupations à l'ordre juridique. Des explications avec Erudis Kitutu. Puis cet ouvrage nous éclairer tous. Éclairer les chercheurs et les décideurs dans ce secteur. Je te baptise. Porté à ce jour sur le fonds baptismaux, cet ouvrage publié aux éditions Brûlant a été préfacé par le vice-président Ouest Total Énergie, Philippe Ebanga. Ce livre de 600 pages a été rédigé par deux éminents juristes congolais, Maître Desclercq Mavinga Ndangi et Maître Joseph Nzaoumatu, du cabinet d'avocats Mavinga Desclercq partenaire. Je voudrais remercier l'Éternel Dieu par sa souveraineté et dans son amour a bien voulu rendre disponible la présente cérémonie qui consacre donc l'accomplissement d'un projet que nous avons nourri, sur lequel nous avons travaillé sur plusieurs années. C'est grâce à lui que cet ouvrage a pu paraître ces jours. Et en tout cas, il doit être remercié. Le traité de droit congolais se veut un outil de travail. Le premier tome qui vient de paraître porte sur les généralités, cadre légal et protection de l'environnement. Les auteurs ont poussé leur réflexion sur l'évolution historique de la législation sur les hydrocarbures. Ils se sont également livrés à une critique de la nouvelle législation des hydrocarbures sur certaines de ses dispositions. Désormais, en politique, la nouvelle génération tshisekédiste a un nouveau coordonnateur à la personne de Dan Marshall Mubenga qui a pris ses fonctions officiellement le samedi dernier. La cérémonie s'est déroulée au siège de la dite structure, nous dit Marie-France Zegna. L'unification de la nouvelle génération Tshisekedi, Dan Marshall Mubenga est désormais le nouveau coordonnateur de cette structure affiliée à l'UDPS et créée en 2009. Longtemps divisé avec l'aile Junior Mata et Dona Soft Mukuna, les deux ailes se sont réunies et ont désormais un seul coordonnateur. Il a pris officiellement ses fonctions samedi 26 mars à Kinshasa au cours de la remise et reprise devant les collèges des fondateurs. Dona Soft Mukuna a passé le flambeau à Dan Marshall Mubenga. Désormais, c'est lui qui va chapeauter cette structure affiliée à la Ligue de jeunes de l'UDPS, parti cher au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présider à la destinée de notre grand mouvement affilié
à la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ainsi, je me fais un point d'honneur de saluer l'unité qu'ils ont prêchée par l'exemple pour avoir communiqué efficacement dans l'intérêt de la nouvelle génération Tshisekedi. Les fondateurs méritent notre profond respect et considération pour la sagesse de Salomon dont ils ont fait montre. La nouvelle génération Tshisekedi, longtemps divisée, existe depuis 2009. Créée sous la bénédiction des Sphinx délimités, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, au prix de multiples sacrifices. À cette occasion, la coordination du Haut-Katanga a organisé une rencontre commémorative pour les 13 ans d'existence de NGT. Également à Goma, dans le Nord Kivu, cette journée était sanctionnée par une conférence pour expliquer aux femmes l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique par la coordination provinciale. Le Bakwantombolo est un tribut de Kabea-Kamwanga dans la province du Kasaï oriental pour mieux dire le tribut du chef de l'État. Ceux de Kinshasa ont organisé une messe pour rendre grâce à Dieu et demander bonne santé, sagesse au président de la République. C'était à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Une messe d'action de grâce a été dite en la paroisse Notre-Dame de Lingwala pour laisser entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, la mandature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Organisée par la structure Bakwantombolo, une structure appartenant à la famille biologique du chef de l'État, cette messe a permis aussi d'implorer santé, sagesse et intelligence au président de la République pour son quinquennat, a souligné le président de la jeunesse, Franck Bantou. Demander à Dieu tout simplement sa grâce et sa protection pour notre président de la République démocratique du Congo, et au nom de la jeunesse Tombolo, une structure interfamiliale qui a jugé bon d'organiser cette activité afin de demander grâce à Dieu pour la protection de notre chef et l'accompagnement d'ailleurs. Voilà, c'est pour cela que nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour cette activité. Notre vision, la Frabantou, c'est d'abord la grande structure que nous appartenons. Nous sommes la jeunesse. Nous sommes un département de Frabantou, qui est aussi le fer de lance de la Frabantou. Et la vision, c'est l'unité d'abord, l'unité de la famille et aussi le développement. Et chercher aussi à accompagner les actions du chef de l'État et aussi les actions qui viennent de nous-mêmes en tant que famille pour que nous puissions le présenter à tous les Congolais. Et que cette famille aime le développement, bien sûr, et aussi accompagner chaque action qui soutient le développement et qui soutient aussi le chef de l'État. Frabantou vise à accompagner les actions du chef de l'État pour le bien-être des Congolais. Ainsi s'achève ce journal de 19h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Retrouvez à 20h Sandra Nyangui pour la grande édition du journal. Moi, je ferai